Binge Audio présente. Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes. À l'étranger, la disparition du journaliste Stéphane Villeneuve. Il est décédé des suites de ses blessures après l'explosion d'une mine à Mossoul en Irak. Il effectue avec son équipe un grand reportage pour Envoyé spécial pour France 2. Son accompagnateur kurde, on l'évoquait hier, a également succombé. 2 autres journalistes ont été blessés. Juillet 2017, moi quand je sors de Raqqa, je vais aller à Idlib. C'est une zone qui est tenue par une organisation qui s'est détachée d'Al-Qaïda, mais surtout, je me dis que tout le monde est en train de bombarder, la coalition bombarde à Mossoul. Les Russes et les Syriens sont de l'autre côté en train d'essayer de remonter sur l'Euphrate, bombardent aussi, et que là, pour l'instant, c'est tranquille en termes de sécurité. C'est plus safe d'y aller maintenant quand toute la tension est ailleurs. Et surtout, on me dit qu'il y a des organisations civiles, qu'il y a eu des élections, et donc je veux aller voir ce qui se passe. Mais à ce moment-là, donc moi je sors de Raqqa, la bataille de Mossoul prend fin, et il y a 3 confrères qui meurent en fait à Mossoul, il y a une mine qui saute, donc 2 confrères français qui étaient là-bas pour France Télé, et un confrère irakien. Et donc là, les rédactions sont un peu traumatisées, ce qui est normal, et donc impossible d'aller à Idlib. Le rédacteur en chef de l'émission pour laquelle je travaille me dit surtout tu ne retournes pas en Syrie, tu ne retournes pas en Irak, et au final je vais voir ailleurs si j'y suis, très loin, et je veux pas couvrir la guerre civile en Centrafrique et puis la chute de Mugabe au Zimbabwe. Encore une fois, la guerre continue, ça s'arrête pas, et il y a ces villes assiégées par le régime syrien et les Russes, avec toujours ce même scénario. Et 2018, ça va être la Ghouta, et la Ghouta, le siège de la Ghouta, c'est très important parce que c'est la région qui entoure Damas. C'est un siège qui dure depuis très longtemps, et quand les Russes et le régime va reprendre cette zone, ça va être la première fois depuis des années qu'il n'y a plus de zone rebelle autour de Damas. Et ces sièges, c'est pas seulement une méthode de reconquête, c'est aussi une punition en fait, tout simplement. Et ces sièges sont aussi utilisés comme un moyen de chantage en fait dans les relations internationales pour donner un accès ou non aux convois humanitaires. Les sièges militaires, c'est une technique militaire très vieille, c'est pas nouveau. Je crois que c'est dans l'ex-Yougoslavie, c'est la première fois que ça a été considéré comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité, d'affamer, d'assiéger des populations civiles, de punir les populations civiles sciemment. En Syrie, ça a été une méthode. Il y a plus d'une 50aine de villes qui ont été assiégées, dont les populations ont été assiégées. Et une 50aine de villes, c'est des centaines de milliers de personnes. C'est pas du tout anodin comme méthode militaire. C'était pas seulement dans le but de la reconquête. Quand après la Ghouta, ou les villes de la Ghouta et les autres villes qui sont assiégées vont devoir capituler, il y a les transferts de population, transferts de combattants toujours vers le nord-ouest, vers Idlib. C'est une manière aussi de nettoyer la zone pour le régime et de se débarrasser des populations qui ne lui sont pas acquises. Et Idlib va devenir cette enclave où en fait il y a plus de 3 millions de personnes qui vivent, parfois dans des camps, et c'est tenu par cette brigade Hayat Tahrir al-Sham, qui est l'ancien représentant d'Al-Qaïda et qui contrôle cette partie de la zone, qui va aussi subir une offensive du régime et des Russes à l'hiver 2019-2020. Et là, il va y avoir 1 million de personnes sur les routes qui fuient les bombardements. Sur la route, des dizaines de milliers de Syriens de la province d'Idlib. Tous fuient l'avancée des troupes du régime de Bachar el-Assad. Ces forces, soutenues par la Russie, ont saisi des dizaines de villes ces derniers jours, dans le dernier grand bastion d'opposition de la Syrie. Les Turcs ferment la frontière, donc c'est une nouvelle catastrophe humanitaire qui est passée complètement inaperçue. Et puis il y a un accord, un cessez-le-feu, au printemps 2020. Et depuis, en fait, ces lignes de front sont gelées. L'expression de la victoire du régime, elle existe depuis la chute d'Alep, en fait, depuis fin 2016. Et effectivement, là, si vous allez à Damas, il y a des photos partout de bienvenue dans la Syrie victorieuse. C'est évidemment une expression de propagande, parce que
Ce qu'a réussi ce régime, c'est surtout à se maintenir envers et contre tout, au moyen de toutes les armes possibles et imaginables. C'est ça la victoire de Damas. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire? Aujourd'hui, de toute façon, la Syrie de 2011 n'existe plus. Damas contrôle pas tout le territoire. Il y a un tiers du territoire qui est contrôlé par Hayat Tahrir al-Sham, qui est la dernière enclave et la dernière milice toujours opposée au régime. Il y a aussi tout le territoire du nord-est qui est contrôlé par les milices kurdes. Il y a une enclave au sud où il y a des forces américaines. Il y a aussi les forces américaines au nord. Il y a aussi les Russes. Il y a aussi les Hezbollah. Il y a aussi les milices qu'utilise le régime pour contrôler son territoire dans les zones où c'est contrôlé depuis des années. Donc la guerre n'est pas terminée. Il y a toujours des lignes de front. Il y a toujours régulièrement des bombardements. La population en Syrie, dans cette Syrie du régime, est extrêmement pauvre. Il n'y a plus d'infrastructures. On parle de reconstruction parce que c'est un moyen en fait de pousser les Européens à payer la reconstruction. Sauf que les Européens, les Occidentaux conditionnent la reconstruction et les euros à un changement politique. Mais il n'y a pas de changement politique. Il n'y en a jamais eu en fait. Et le régime ne fait absolument aucune concession. Il y a encore eu une élection présidentielle qui est une mascarade totale à 95%. Donc non, on est dans un régime qui tient envers contre tout et qui joue la montre, qui joue l'usure. Pour l'instant, ça lui a réussi puisque depuis 10 ans, elle s'est maintenue au pouvoir. Malgré les crimes de guerre, malgré les crimes contre l'humanité. Donc la victoire de Damas, pour moi, c'est de la propagande. Oui. Au début des manifestations, il y avait un slogan côté régime, c'était Assad ou on brûle le pays. Ça a été Assad et le pays brûlé, ça a été le régime et la destruction. C'est ça la victoire du régime syrien, c'est d'avoir tenu et d'avoir détruit ce pays, d'avoir massacré sa population. S'il y a un bilan, c'est un bilan terrifiant, c'est une victoire terrifiante. Je pense que personne n'est naïf, c'est-à-dire que si vous croyez que le régime syrien est une démocratie, vous êtes stupide. Mais si vous croyez que le régime syrien est que vaut mieux et peut aider dans la lutte contre l'islamisme radical et contre le terrorisme, je pense que vous êtes un idiot utile. Et il y en a des idiots utiles. Il faut être lucide sur ce qu'on raconte et pas participer encore une fois à la propagande du régime syrien qui est de donner une façade de respectabilité. Et si on croit que cette dictature est une démocratie, c'est absurde. Il y a de toute façon une bataille de l'information, une bataille de la propagande. Et cette victoire de Damas dont on parle fait partie de cette propagande-là. Quand les médias occidentaux y participent, c'est plus dérangeant. Mais les méthodes, c'est un peu toujours la même chose. Il s'agit d'instiller le doute. Par exemple, les photos de la Ghouta, on dit non, on ne publie pas les photos de la Ghouta parce que ça serait faire preuve de sensationnalisme, alors qu'en fait c'est une excuse pour faire de la propagande, tout simplement, parce qu'il y a toujours moyen de vérifier l'information, même quand c'est loin. Il y a toujours moyen de savoir si cette photo est vraie ou pas, si elle a été trafiquée. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent ça. Et la propagande, oui, la bataille de l'info, elle est très très importante. Elle est importante pour le régime syrien. Et d'ailleurs, elle se joue en 2014-2015, quand l'État islamique s'affirme. Le régime de Damas donne beaucoup de visas. Tout à coup, il y a beaucoup d'accès à Damas. Donc l'information qui ressort, ça va être les reportages à Damas ou l'information sur l'État islamique. Et il y a toute une partie de cette Syrie qui s'opposait au régime, qui se battait contre le régime. Bon, on raconte plus les histoires, ça n'existe plus en fait. Il y a des informations qui sortent, il y a des photos qui sortent. Ne pas vouloir les diffuser, c'est juste ne pas vouloir raconter l'histoire en Syrie. Il y a un photographe, un jeune photographe syrien, Abdul Momam Issa, qui est devenu photographe pendant le siège de la Ghouta. Et en fait, je suis dans un jury de reportage de guerre. Et il y a des photos justement de la Ghouta, de ce siège de la Ghouta, qui sont très très impressionnantes. Il y avait une sorte de... c'était le feu, quoi. C'était les entrailles de l'enfer, avec
des hommes, des femmes. C'est toujours des photos très très impressionnantes. Très très impressionnantes. Et il faut les montrer. Il faut pas... c'est parfois insupportable et c'est parfois très dur. Mais il faut les montrer, il faut les voir. Et après un déjeuner, quand je sors de ce jury, je me retrouve assise à côté de 2 jeunes Syriens. Et en fait, ces jeunes photographes, je comprends que ce sont ces photos. Lui vient de sortir de la... Enfin là, il est sorti quelques mois plus tôt de la Ghouta. Il a été évacué à Idlib, il est passé par la Turquie. Il travaillait pour l'AFP et il est arrivé en France. Et je lui dis rien parce qu'en fait, je suis persuadé que sa série de photos va gagner. Il a gagné ou pas? Il n'a pas gagné. Ah. Mais les prix, peu importe les prix. Les prix, ça permet de refaire parler d'histoires, mais les histoires sont là. Et en tout cas, il est vivant, en tout cas, il est photographe, et il continue à faire son travail de journaliste. T'es retourné en Syrie depuis 2018? Non, ça fait longtemps là que je suis pas retourné en Syrie. La Syrie, c'est toujours très très compliqué de couvrir et d'aller en Syrie en tant que journaliste étranger. Voilà, mais il faut continuer à aller raconter les histoires. Après, aller par exemple à Idlib, là aussi l'accès est toujours très très compliqué. Jusqu'à présent, on pouvait y aller, mais 24 heures. Enfin, un aller-retour 24 heures, 2 jours maximum. Après, c'est important, mais voilà, si c'est pour aller 24 heures et raconter et faire 2 minutes 30 qui vont passer complètement inaperçus, il y a 10 ans, je pense que je l'aurais fait. Est-ce qu'aujourd'hui, je le fais? Je trouve que le risque est trop élevé et finalement, aujourd'hui, ce que moi, je pense qui est important, vu le flux d'informations qui abreuve tout le monde en zapping permanent, c'est plutôt de produire des histoires plus longues avec de la valeur ajoutée en termes d'informations qui permettent de prendre le temps de raconter les histoires et de raconter ce qui se passe. Et là, aller faire une visite de presse avec les Turcs dans les zones tenues par les Turcs, c'est important d'y aller, mais c'est vrai que c'est frustrant, et moi, j'y vais pas. Ouais. C'est toujours un peu un crève-cœur de faire autre chose, mais il faut. Il y a des obsessions saines, mais il y a aussi des obsessions malsaines, et il faut savoir aller voir d'autres pays, et puis il se passe plein de choses dans d'autres pays. Après, il faut continuer à raconter les histoires, et il y en aura toujours ces histoires, ce conflit n'est pas terminé. Et je sais qu'en 2016-2017, une fois, on avait un projet d'un documentaire, il y a une chaîne de télé qui nous a dit non, mais finalement... on va pas le prendre parce que la Syrie sera plus dans l'actualité l'année prochaine. Donc on était en 2016. Et là, vous dites, bon, si votre lecture de ce monde et de ce conflit se limite à ça, peut-être effectivement c'est bien qu'on ne travaille pas ensemble. Encore aujourd'hui, il y a ce débat, moi je trouve ça dingue que ce soit un débat, que les médias occidentaux n'ont pas compris ce qui se passait en Syrie, qu'on a été naïfs. 10 ans, il y a des reportages. Moi, je trouve qu'on a bien couvert cette guerre. Après, il y a un distinguo entre les gouvernements, les médias, les opinions publiques, mais cette idée qu'on n'aurait pas compris ce qui se passait, c'est une idée aussi de propagande, tout simplement. On a raconté ce qui se passait à l'intérieur. En quoi on n'aurait pas compris ce qui se passait quand on a raconté et les bombardements, quand on a raconté et l'État islamique, quand on a raconté et les tortures, quand on a raconté ces centaines de milliers de personnes qui fuyaient le régime, et d'ailleurs ils sont toujours pas rentrés. Il y a 8 millions de Syriens qui sont en dehors des frontières. Si la guerre était terminée, les Syriens rentreraient. Ce n'est pas possible de rentrer parce que la guerre n'est pas terminée. Il y a une diaspora syrienne très active. Tous ces gens qui sont en exil, c'est des millions de personnes. Et c'est des gens qui documentent, qui ont beaucoup documenté ce qui s'est passé, les crimes du régime, et qui sont absolument pas prêts à lâcher l'affaire. Et toutes ces ONG syriennes sont extrêmement actives. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, dans les pays européens, il y a eu une adaptation du droit international qui permet en fait de poursuivre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité
que ce soit en Allemagne, en Suède, en France, en Espagne. Il y a des instructions qui ont été ouvertes. Il y a eu un premier procès en Allemagne, c'est l'hiver dernier, qui a abouti à la condamnation d'un agent des forces de sécurité du régime pour complicité de crimes contre l'humanité. Et cette question de la justice, je pense que c'est un grand espoir pour les Syriens exilés, les Syriens qui se sont battus pour avoir plus de liberté. C'est un grand espoir parce que sans justice, sans reconnaissance des crimes, on ne peut pas vivre ensemble. Alors il faudrait que ces procès aient lieu en Syrie, il faudrait que ça se passe, mais le temps de la justice c'est un temps long, ça prend des années, mais c'est un temps important, c'est un temps très très important, et il faut que ces crimes soient connus. Il y a tellement de documents, il y a tellement de preuves. En 2014, il y avait un ancien procureur d'un tribunal international qui disait qu'il y avait déjà beaucoup plus de preuves que pour le procès de Nuremberg. Donc l'espoir, il est là, et il existe, il y a ces procès qui constituent un espoir, et ces crimes ne peuvent rester impunis. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que cette révolution est toujours vivante, que la lutte contre la dictature est toujours d'actualité et qui ne sont pas prêts à baisser les bras. Et malgré les morts, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la tragédie et tout ce qui continue de se passer, moi je connais beaucoup de Syriens en exil qui n'ont pas pris les armes et qui ne regrettent pas ce qui s'est passé. Qui continuent à croire que cette révolution existe, et elle existe parce qu'il y a toute cette diaspora qui continue à croire qu'ils ont droit à la liberté, ils ont droit à une forme de justice, et que ce régime va finir par tomber d'une manière ou d'une autre. Je pense que les reporters qui sont sur le terrain, quand on est sur le terrain, souvent on va très loin, on va dans des endroits pas possibles, dans des situations incroyables. Et souvent quand on revient, on nous demande alors mais qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi comment vous voyez les choses. Je pense qu'on peut raconter ce qui se passe, ce qu'on a vu, mais faire des prévisions, c'est un peu dangereux et c'est risqué. Moi, si j'avais une boule de cristal, je serais pas journaliste et j'aurais beaucoup d'argent. Et l'histoire se passe de manière imprévisible, imprévue, souvent incroyable. Donc ouais, je crois que quand on est reporter, il faut faire attention quand on fait des prévisions sur le futur et sur l'avenir. Et souvent, on nous pose cette question-là et c'est toujours très casse-gueule. On continue à suivre, on continue d'avoir des amis qui sont... on a créé des liens. Donc oui, on continue à suivre, et surtout parce qu'en fait, c'est impossible de se défaire. Et en plus, j'ai le sentiment de pas avoir... Enfin, l'histoire n'est pas terminée. Et que tant que l'histoire ne sera pas terminée, tant que j'aurai pas le sentiment d'avoir mis un point final sur cette histoire, je continuerai à vouloir la suivre, à vouloir la raconter. Sur la série, il y a plein d'autres histoires qui ont commencé, mais j'ai le sentiment que l'histoire que j'ai commencé à raconter en 2011 n'est pas terminée. Tu comptes y retourner bientôt ? Un jour ? Un jour, oui. 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 Un jour. Non, mais oui, il n'y a pas de... Moi, je pense qu'il faut continuer à témoigner, même si on a raconté cette histoire depuis des années, et que ça n'a rien changé, et que oui, c'est difficile de se dire que toutes ces histoires qu'on a racontées n'ont pas fait bouger les lignes, en fait. Après, est-ce que la Syrie a jamais intéressé grand monde ? Dans les médias français, on sait que, en tout cas, nous, on nous disait, la Syrie, ça fait pas d'audience. Dans les journaux, si on fait une sur la Syrie, personne n'achète. Après, je pense que ce qui se passe ailleurs nous impacte. Je pense qu'il faut qu'on comprenne, nous, en tant que citoyens, dans des démocraties où l'information est quand même libre. Si on comprend pas ce qui se passe ailleurs, on peut pas comprendre ce qui se passe chez nous, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il faut continuer à raconter la Syrie, le Moyen-Orient, les conflits, et au-delà. On voit bien aujourd'hui avec cette pandémie que ce qui se passe ailleurs se joue aussi chez nous. Il y a des conséquences chez nous, donc il faut comprendre le reste du monde, et il faut continuer à ce qu'il y ait de l'information internationale, et dans les chaînes de télévision et dans les journaux. Oui.
Merci Thomas. Désordre extraordinaire, c'est une série réalisée par Mathieu Thévenon pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Programme B qui revient tout prochainement à la mi-septembre avec plein de nouvelles choses à découvrir, de nouveaux formats, de nouvelles façons de faire. On vous en dira plus dans peu de temps. Bonne fin d'été et à très vite pour de nouveaux épisodes.